Il activa la douche extérieure de la maison de campagne et la força à se laver dans l'air glacial, pour lui donner une leçon. Il la regarda s'effondrer lorsque l'eau glacée chassa l'air de ses poumons. Il était persuadé que personne ne connaîtrait jamais la vérité. Il était certain que sa souffrance prendrait fin ici même. Mais il était à mille lieues d'imaginer que le père de sa femme était un multimilliardaire à la tête d'un réseau secret, conçu pour la protéger à n'importe quel prix. Lorsque le signal d'urgence de Manon s'activa, la nuit provençale explosa, se transformant en une course effrénée où le pouvoir, la vengeance et la justice s'apprêtaient à anéantir son monde tout entier. La nuit était tombée sur la maison de campagne comme une dalle de glace noire, silencieuse et implacable. Une fine couche de givre scintillait sur les carreaux de terre cuite de la cour. Chaque rafale du Mistral cinglait l'air d'un sifflement aigu, portant avec elle l'odeur austère des pins et de la lavande gelée. Manon Dubois se tenait près des baies vitrées du salon, enroulant plus étroitement son gilet de laine chaude autour de son corps. Elle était enceinte de 7 mois, épuisée et tremblante, et ce n'était pas seulement à cause du froid mordant. Quelque chose dans le regard de son mari, Lucas Mercier, une lueur froide et calculatrice, lui disait que cette nuit allait s'ajouter à la longue liste des souvenirs qu'elle tenterait désespérément d'oublier. Mais l'obscurité, dehors, semblait déjà l'attendre, elle personnellement, comme si une entité invisible avait été prévenue de sa venue. Lucas apparut derrière elle sans le moindre bruit. Son reflet vacilla dans la vitre, une silhouette déformée et fantomatique qui fit sursauter Manon. Il lui saisit le bras avec une force si brutale qu'elle eut le souffle coupé. Elle sentit la pression de ses doigts à travers les couches de laine, sentit la promesse douloureuse de l'échymose qui fleurirait sous sa peau avant le lever du jour. Sa voix, basse et maîtrisée, un murmure dénué de toute chaleur, frôla son oreille. Il y avait longtemps que cette chaleur avait déserté leur vie. « Sors, dit-il. Il faut que tu apprennes à te comporter. » Elle chuchota que la température était négative, qu'elle grelottait déjà, que leur bébé donnait des coups si forts que cela lui coupait la respiration. Lucas ignora chacun de ces mots, resserra sa prise, et la traîna de l'autre côté du seuil. Le froid extérieur la frappa avec la violence d'une gifle. L'air qu'elle inspira lui parut être un millier d'aiguilles de glace se plantant dans ses poumons. Ses chevilles tremblèrent sur les carreaux glissants, et elle enlaça instinctivement son ventre, comme si elle pouvait protéger son enfant de ce vent qui semblait vouloir la transpercer. Lucas continuait d'avancer, l'entraînant vers la haute structure métallique qui se dressait au centre de la cour. C'était une douche extérieure, conçue pour les chaudes soirées d'été au bord de la piscine. À présent, elle se dressait tel un squelette de métal, auréolé de glace. Manon essaya de résister, de se cramponner au sol, de tirer en arrière. Il tira plus fort. Sa voix se brisa lorsqu'elle le supplia de s'arrêter. Elle lui dit qu'elle avait besoin de s'asseoir, que le bébé bougeait trop vite, que sa respiration était devenue trop courte. Lucas ne s'arrêta pas. Il atteignit la douche et, d'un geste précis et mécanique, tourna le robinet. L'eau jaillit instantanément. La tuyauterie était dotée d'un système de chauffage interne, mais à la seconde où l'eau rencontra l'air polaire, elle se transforma en un torrent glacial d'où s'échappait une vapeur blanche sur les bords. La simple vue de ce spectacle fit se contracter l'estomac de Manon. Le bruit de l'eau s'écrasant sur les carreaux résonna dans la cour silencieuse. Lucas s'écarta et la fixa. Son visage arborait une froideur qui rivalisait avec celle de la nuit. « Mets-toi dessous, ordonna-t-il. Tu as été désobéissante toute la journée. Tu as besoin d'une leçon. » Manon n'en croyait pas ses oreilles. Elle murmura qu'elle était enceinte, qu'elle risquait de glisser, qu'elle se sentait déjà défaillir. Son souffle formait un nuage de buée devant son visage. Ses doigts étaient déjà engourdis. Lucas lui attrapa de nouveau le poignet et la poussa en avant. Ses pieds dérapèrent sur les carreaux verglacés et, avant qu'elle ne puisse retrouver l'équilibre, l'eau glaciale s'abattit sur ses épaules. Elle hurla. Le choc traversa son corps comme un courant électrique. Son souffle disparut. Ses poumons se contractèrent violemment. Chaque centimètre de sa peau semblait être percé par des centaines d'aiguilles. Son gilet de laine, instantanément trempé, se colla à son corps comme un linceul de ciment humide. Le poids du vêtement l'entraîna vers le bas, jusqu'à ce qu'elle s'effondre à genoux sous le déluge impitoyable. À l'intérieur de son ventre, le bébé se mit à donner des coups frénétiques. Une protestation désespérée venue des profondeurs de son être. Elle essaya de se recroqueviller pour le protéger, mais un nouveau jet d'eau lui frappa la nuque, la faisant suffoquer. Ses lèvres brûlèrent sous l'effet du froid,
puis s'engourdir. Elle ne sentait plus ses doigts. Ses dents s'entrechoquaient de manière incontrôlable. Sa vision commença à se rétrécir, se transformant en un tunnel sombre. Elle tenta de ramper en arrière, mais les carreaux étaient trop glissants. Ses paumes dérapaient encore et encore. Lucas observait, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu exagères, dit-il, sa voix tranchante. Un peu de froid n'a jamais tué personne. » Elle essaya de parler. Les mots refusaient de se former. Sa gorge semblait gelée. Elle leva faiblement une main vers lui, non pas pour supplier, mais simplement pour essayer de montrer qu'elle ne la sentait plus, que ses tremblements s'étaient transformés en convulsions incontrôlables, qu'elle n'était plus en train de jouer un rôle, mais de mourir. Mais l'expression de Lucas ne changea pas. Il était une statue taillée dans la glace. Un frisson profond parcourut son abdomen. Ce n'était pas tout à fait une contraction, mais un avertissement, le signal que son corps franchissait un seuil dangereux. L'hypothermie et la grossesse formaient une combinaison mortelle. Sa vision se brouilla. Elle cligna des yeux. Le monde se dédoubla. Elle essaya de nouveau de s'extraire du jet d'eau, mais ses genoux glissaient sans espoir. Elle chuchota un seul mot à travers ses dents qui claquaient, « s'il te plaît ». Puis ses jambes cédèrent. Elle tomba sur le côté. Son épaule heurta violemment les carreaux. Sa joue se pressa contre la pierre gelée. Ses cheveux se figèrent sur le sol en une masse humide et emmêlée. Sa respiration s'échappait en courts sifflements saccadés. Son cœur battait de manière chaotique. Elle sentit quelque chose se contracter dans le bas de son ventre. Quelque chose qu'elle savait être anormal. La panique lui griffa la poitrine. Un déclic retentit au-dessus d'elle. Les projecteurs du système de sécurité, installés sur le périmètre de la cour, s'allumèrent d'une lumière blanche et crue. Les détecteurs de mouvement. Ils avaient interprété sa chute comme un mouvement à haut risque. Les caméras disposées le long du toit pivotèrent avec un léger bourdonnement mécanique. Leurs objectifs firent le point sur son corps inerte sous la douche. Les voyants rouges d'enregistrement clignotaient à un rythme régulier, capturant chaque seconde avec une précision clinique. Son bracelet connecté médical à son poignet vibra. Il avait enregistré la chute brutale de la température de sa peau et l'arythmie de son cœur. Il transmit un signal de détresse automatique. Manon ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement que le froid était maintenant à l'intérieur d'elle. Elle ne pouvait plus s'arrêter de trembler. Elle essaya de relever la tête, mais son corps refusait d'obéir. Lucas s'approcha. Un instant, elle crut qu'il allait l'aider. Au lieu de cela, il s'accroupit, pencha la tête et lui dit de se relever. Le ton de sa voix était empreint d'irritation, pas d'inquiétude. Elle tenta de se redresser, mais sa main glissa sous elle. Il expira brusquement. Une expiration de frustration, d'agacement, comme si elle n'était qu'un contretemps. Pas une épouse, pas la mère qui portait son enfant. L'eau continuait de couler, le froid continuait de mordre. Manon sentit sa vision se contracter, les bords s'assombrirent. Le monde bascula. Une vague de terreur pure lui submergea la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle pensa à son bébé. Elle murmura de nouveau, une supplique à peine audible pour le protéger, pour tenir bon, pour rester en vie assez longtemps pour que quelqu'un vienne l'aider. Mais la cour était vide. La maison de campagne derrière elle était silencieuse. La nuit était indifférente. Sa dernière pensée cohérente fut qu'elle ne sentait plus son propre cœur battre. Puis tout se fondit en une tache de lumière blanche, le rugissement de l'eau et le son lointain de son bracelet envoyant un cri d'aide silencieux dans l'air glacial. Le fracas de l'eau s'écrasant sur les carreaux fut la première chose que Manon entendit réellement lorsque la conscience commença à revenir. Le son rugissait comme une cascade dans ses oreilles. Bien que sa tête fût encore à quelques pas de la structure métallique, elle cligna lentement des yeux, ne sachant pas depuis combien de temps elle était restée à genoux. Une brume froide montait du torrent d'eau et flottait dans la cour comme de minces fantômes. Elle sentit un goût de métal sur sa langue. Sa poitrine était oppressée, comme si quelqu'un avait serré une corde autour de ses côtes. La nuit était-elle devenue plus froide, ou son corps avait-il simplement perdu sa capacité à produire de la chaleur? Elle ne le saurait jamais, car Lucas s'approcha de nouveau d'elle. Le rythme régulier de ses pas résonnait sur les carreaux.
Aucune panique, aucune inquiétude, seulement de l'agacement. Il se pencha, la saisit par l'épaule et la tira brutalement sur ses pieds. Une douleur fulgurante lui traversa l'épaule, et elle eut un haut le cœur. Sa vision se brouilla un instant, transformant les lumières au-dessus de sa tête entraînée blanche. Le monde bascula de nouveau, mais Lucas ne la laissa pas tomber. Il la maintint juste assez longtemps pour la repositionner, comme un objet qu'il s'apprêtait à jeter. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau à travers le tissu trempé de sa robe. Elle sentit qu'elle allait perdre connaissance. Manon essaya de parler. Sa gorge tremblait à chaque tentative. Elle chuchota qu'elle ne pouvait pas respirer, que son cœur battait la chamade, qu'elle sentait quelque chose se contracter dans son ventre. Lucas ne dit rien. Il lâcha simplement son bras avec une telle brusquerie qu'elle chancela en avant. Ses pieds butèrent contre le rebord du receveur de douche. Son corps fut projeté en avant de manière incontrôlable. Ses mains se tendirent, espérant s'agripper à quelque chose. Mais il n'y avait rien à quoi s'agripper. Elle tomba directement sous l'eau glacée. L'impact fut instantané et brutal. L'eau explosa sur son corps avec une force qui lui coupa le souffle. Elle cria, mais son cri se transforma en un gargouillement étouffé. Au moment où le choc la frappa, tout son corps fut saisi de spasmes. L'eau battait ses épaules, son dos, son ventre. C'était comme si des plaques de verre brisées se déversaient sur sa peau. Sa respiration se fragmenta en courtes inspirations qui ne parvenaient pas à s'approfondir. Elle luttait pour trouver de l'air. Son corps refusait d'obéir. Son gilet, déjà trempé, devint un piège lourd, s'agrippant à sa peau et l'entraînant vers le bas. Le tissu tricoté s'était gorgé d'eau, et elle avait l'impression de porter une dalle de glace. Sa robe épousait la courbe de son ventre de femme enceinte, soulignant chaque mouvement tremblant du bébé à l'intérieur. Le bébé donna un coup violent, comme s'il réagissait au choc soudain, comme s'il essayait de s'échapper de ce froid cruel. La pression dans son ventre s'intensifia, et son pouce accéléra douloureusement. Manon essaya de ramper hors de l'eau, en appuyant ses mains sur le sol carrelé, mais ses paumes glissèrent instantanément. Le sol était une patinoire d'eau froide. Ses genoux heurtèrent violemment les carreaux, envoyant une douleur aiguë le long de ses jambes. Elle gratta de nouveau le sol, mais l'eau la clouait sur place. Elle ne pouvait pas relever la tête, ne pouvait pas s'arrêter de trembler, pouvait à peine penser. Lucas se tenait au même endroit, hors de portée de l'eau. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. Son manteau était ouvert. Même à travers le voile du choc, elle voyait clairement son visage. Il avait l'air de s'ennuyer, irrité, comme si elle le dérangeait avec sa souffrance. Comme si la vue de sa femme enceinte, s'effondrant sous un torrent d'eau glacée, était une corvée désagréable qu'il voulait terminer au plus vite. Manon l'appela de nouveau par son nom. Le son sortit en un murmure saccadé. Il ne bougea pas. Elle essaya de rouler sur le côté pour protéger son ventre. Une autre vague d'eau la frappa dans le dos, la forçant à se remettre à plat ventre. Sa respiration s'échappa en un râle étouffé. Ses doigts picotaient, puis s'engourdirent. Elle ne sentait plus ses orteils. Sa mâchoire se crispa sous l'effet des tremblements rapides. Elle se mordit la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du sang, espérant que la douleur l'aiderait à rester consciente. Lucas parla enfin. Sa voix était calme, comme s'il donnait des instructions à un enfant désobéissant. Il lui dit de se lever, d'arrêter de faire semblant, de cesser de se ridiculiser. Manon voulait lui dire qu'elle ne sentait plus son corps, voulait lui dire que sa peau la brûlait, que son cœur battait trop vite, que le froid s'était infiltré jusqu'à ses os. Elle voulait lui dire que son bébé était en danger, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Seul un gémissement s'échappa. L'eau martelait son crâne à un rythme implacable. Chaque goutte ressemblait à un nouveau coup de poing. Sa respiration devint encore plus courte. Elle ne pouvait plus remplir complètement ses poumons. La panique remontait le long de sa colonne vertébrale. Elle pressa une main contre son ventre. Les muscles se contractèrent de nouveau. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Elle avait besoin de chaleur, d'oxygène. Elle avait besoin de s'allonger sur quelque chose qui ne soit pas saturé de glace. Mais Lucas la regardait avec une expression de pur mépris. Elle le vit clairement lorsqu'elle releva brièvement la tête. Il avait le menton légèrement relevé, l'expression qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait qu'elle se sente insignifiante. Son regard glissa de ses mains tremblantes à son ventre frémissant,
puis revint à son visage. Il n'y avait aucune peur, aucune culpabilité, seulement de l'agacement. La lumière dans la cour brillait, froide et vive, au-dessus de sa tête. La brume qui s'élevait de l'eau tourbillonnait autour d'elle. Son souffle s'échappait en petits nuages qui se dissipaient instantanément. Elle essaya de s'écarter du jet direct de l'eau, mais ses membres refusaient de coopérer. Ses muscles se contractaient de manière incontrôlable. Sa vision oscillait entre netteté et flou. Elle sentait qu'elle glissait de plus en plus profondément dans un abîme contre lequel elle ne pouvait pas lutter seule. Lorsque sa main glissa pour la 3e fois, Lucas décroisa enfin les bras, mais il ne s'avança pas pour l'aider. Il fit un pas de côté, s'assurant un meilleur angle pour observer. « Tu dois comprendre les conséquences, dit-il. Tu es allé trop loin. Tu l'as bien cherché. » Manon comprit à peine ces mots. Son corps était en train de s'éteindre. Un bourdonnement résonnait dans ses oreilles, ses doigts se crispèrent faiblement. Le froid l'avait complètement englouti. Un violent frisson secoua son abdomen. Elle cria, mais son cri se noya dans le rugissement de l'eau qui tombait. Tout son corps se convulsa alors qu'elle essayait une nouvelle fois de protéger son ventre, mais ses forces l'abandonnèrent. Ses bras tremblèrent et retombèrent mollement le long de son corps. Elle s'effondra sur le côté, heurtant lourdement les carreaux. L'eau continuait de marteler son dos, éclaboussant son visage, étouffant chaque inspiration qu'elle tentait de prendre. Ses yeux clignèrent, le monde s'assombrit. Son cœur battait de manière irrégulière, tantôt trop lentement, tantôt trop vite. Elle fixa le ciel, incapable de bouger, incapable de lutter. Des flocons de neige tombaient des nuages, fondant instantanément au contact du jet d'eau au-dessus d'elle. Elle se demanda faiblement, est-ce que le bébé ressent la même chose que moi? A-t-il peur? Son corps se convulsa de nouveau. Un son sourd s'échappa de sa poitrine. Elle essaya une fois de plus de prononcer le nom de Lucas, non pas comme une supplique, mais comme un avertissement que quelque chose de catastrophique se produisait en elle. Ses lèvres bougèrent à peine. Le son fut perdu. Lucas soupira. Un long et profond soupir de frustration. Et c'est alors que Manon céda complètement. Son corps devint flasque sous la force de l'eau. Ses bras se replièrent sous elle. Sa joue se pressa contre les carreaux glacés. Sa respiration devint superficielle et intermittente. Ses yeux devinrent vitreux. Un instant, elle eut l'impression de flotter, de s'éloigner de la douleur, du froid. Et puis, elle ne sentit plus rien. L'eau continuait de couler. Lucas continuait de regarder, la cour continuait de vibrer au son de sa chute. La nuit devenait de plus en plus froide, et Manon Dubois gisait, immobile, sous le déluge glacé, à quelques secondes de disparaître complètement dans les ténèbres. Au moment où le corps de Manon devint complètement flasque, la cour sembla se transformer. Le froid qui mordait sa peau l'enveloppait maintenant comme un linceul. Elle gisait immobile, légèrement recroquevillée sur le côté, l'eau glacée s'abattant sans pitié sur son dos et son cou. Ses cheveux s'étalaient sur les carreaux en une auréole sombre et humide. Le monde autour d'elle pulsait d'une lumière blafarde et d'un silence glacial, puis quelque chose d'invisible s'éveilla. Un léger bourdonnement mécanique se fit entendre au-dessus d'elle, presque imperceptible derrière le rugissement de l'eau. Le système de sécurité avancé de la maison de campagne avait enfin compris que quelque chose n'allait pas. Les détecteurs de mouvement, les capteurs de température et les scanners biométriques intégrés au réseau de surveillance commencèrent à se déclencher les uns après les autres. Des lumières clignotèrent le long des murs supérieurs, les caméras pivotèrent, leurs objectifs sortant avec de légers clics. Le mécanisme interne du système de sécurité, installé par Jean Fournier, prit vie avec une précision clinique. Manon ne remarqua rien de tout cela. Elle s'accrochait à peine à la conscience. Sa respiration était superficielle et lente. Chaque inspiration semblait nécessiter sa dernière once de force. Ses membres étaient engourdis. Elle ne sentait plus rien en dessous de ses épaules. Chaque goutte d'eau frappait son corps comme un marteau de glace. Le choc s'était infiltré dans sa circulation sanguine. Son pouls battait faiblement. Et pourtant, les caméras observaient. Elles observaient sans émotion, sans pitié, car elles étaient conçues pour enregistrer chaque seconde d'un danger potentiel. Et Manon Dubois, gisant immobile sous le déluge glacé, avait activé toutes les alertes que le système possédait. Une caméra zooma, ajustant sa mise au point avec un bourdonnement précis.
Une autre identifia sa posture comme une position à haut risque. Une troisième enregistra les soulèvements et affaissements chaotiques de sa poitrine. Le bracelet à son poignet vibra de nouveau. Ses capteurs internes avaient enregistré sa température en chute libre et son pouls instable. Un rapport numérique silencieux fut téléchargé vers le centre de sécurité de la maison. Les lumières de la cour s'intensifièrent soudainement, projetant une lumière crue sur sa silhouette tremblante. L'éclat froid révéla la teinte bleutée de ses doigts. Il montra comment son gilet était collé, comme une armure de glace, à sa poitrine frémissante. Il montra comment son ventre de femme enceinte se tendait et se relâchait en petits spasmes, signe que son bébé réagissait aux conditions extrêmes. Lucas sursauta à la lumière soudaine. Il se tourna vers l'une des caméras, irrité par l'interférence. Il leva une main comme pour la chasser, comme si le système de surveillance était un serviteur importun intervenant au mauvais moment. La petite lumière rouge de l'enregistrement se refléta dans ses yeux. Il fronça les sourcils et s'écarta pour éviter le faisceau direct. Il ne se doutait pas que la machine au-dessus de lui deviendrait le témoin qui le détruirait. La respiration de Manon s'interrompit de nouveau. Un son de toux humide et gargouillant s'échappa de sa poitrine. Tout son corps fut secoué d'une violente convulsion avant de s'immobiliser. Ce mouvement déclencha une nouvelle série d'alertes. Un capteur près de l'entrée reconnut les signes de détresse physique. Un autre identifia la température de l'eau qui tombait sur son corps. Un affichage interne l'enregistra comme dangereusement froide pour une femme enceinte. Le système qualifia la situation de traumatisme médical. Et pourtant, la seule personne présente ne faisait rien. Lucas croisa de nouveau les bras et la regarda avec le même mépris qu'au début. Il marmonna quelque chose entre ses dents, agacé qu'elle soit toujours allongée là. Il lui dit d'arrêter d'être dramatique. Lui dit de se lever avant de se ridiculiser davantage. Ces mots se noyèrent dans le rugissement de l'eau. Manon ne l'entendit pas. Elle n'entendait plus rien maintenant, à part un léger bourdonnement dans son crâne. Ses doigts tressaillirent faiblement. Une dernière tentative instinctive de bouger. Elle sentit le froid serrer son cœur. Sa respiration s'interrompit sur une inspiration superficielle. Puis une autre, puis une pause, si longue qu'il semblait que ses poumons avaient oublié leur fonction. Ses paupières s'entr'ouvrirent brièvement. Elle vit les lumières de la cour se brouiller en halo. Elle vit son souffle flotter en petits nuages. Elle ne voyait ni Lucas, ni le monde. Elle sombra de nouveau dans l'inconscience. Le bracelet à son poignet clignota en rouge pour la première fois, ni jaune, ni orange, rouge. Cela signifiait une urgence critique. Danger pour la mère, danger pour l'enfant. Il transmit l'information plus rapidement que n'importe quelle voix humaine. Il envoya un signal de détresse au système central de la maison, et la maison répondit instantanément. Un signal sonore strident retentit dans la cour. Puis un autre, et un autre. Les caméras pivotèrent de nouveau. Les lumières clignotèrent 2 fois. Le système avait activé une alerte de priorité maximale. La maison de campagne avait été construite sur mesure avec des systèmes de surveillance médicale, car Jean Fournier, multimilliardaire et patriarche, protégeait sa fille avec la même intensité qu'il protégeait son empire. C'était le dernier cadeau qu'il lui avait fait avant son mariage. Un cadeau dont il n'avait jamais imaginé que sa survie dépendrait. Lucas se figea. Le signal sonore l'agaçait. Il regarda Manon, comme si elle était la cause de tous les désagréments de sa vie. Il s'approcha d'elle, s'agenouillant assez près pour examiner son visage. Ses lèvres étaient bleues, ses paupières entr'ouvertes, sa peau pâle et rigide, sa respiration si superficielle qu'elle était presque absente. Pour la première fois, l'expression de Lucas changea. Pas de peur, pas de culpabilité, pas de regret, seulement l'irritation que son corps soit devenu trop faible pour lui obéir. Il tendit la main et la secoua par l'épaule, pas doucement, mais avec l'impatience brutale de quelqu'un qui réveille une personne endormie. Sa tête bascula mollement sur le côté. Elle ne répondit pas. Il jura à voix basse. Une autre alarme retentit. Celle-ci était plus profonde, plus forte. Un son continu qui se propageait dans la cour comme le glas d'une cloche. Le centre de sécurité de la maison était passé en mode d'urgence et transmettait maintenant une alerte médicale au propriétaire principal du compte. Loin de la cour, au poignet d'un homme assis dans son bureau d'un centre d'affaires, une notification vibra. Puis une autre, puis une troisième.
Le bracelet au bras de Manon avait atteint son seuil critique. Les caméras avaient signalé son corps immobile comme une victime potentielle. Le système avait détecté que la température de son corps chutait à une vitesse dangereuse. Il envoya les informations avec des horodatages et des fichiers vidéo. Le système détermina que Manon Dubois était en danger de mort. De retour dans la cour, l'eau coulait toujours. Le corps de Manon était immobile. Sa poitrine se soulevait juste assez pour la maintenir en vie. Le bébé à l'intérieur bougea faiblement, réagissant au stress comme il le pouvait. L'air semblait plus froid, plus coupant, plus lourd, comme si l'hiver lui-même s'était penché pour observer les derniers instants. Les caméras enregistrèrent tout. Elles enregistrèrent Lucas debout au-dessus d'elle. Elles enregistrèrent son corps tremblant avant de s'immobiliser. Elles enregistrèrent l'eau étouffant sa respiration. Elles enregistrèrent les signes d'hypothermie. Elles enregistrèrent le moment où son bracelet clignota d'un rouge furieux. Elles enregistrèrent la vérité. La vérité qui allait bientôt amener une armée dans cette cour, et la vérité que Lucas Mercier ignorait, c'est que les caméras ne clignent jamais des yeux. L'alarme qui retentissait dans la cour ne s'arrêtait pas. Elle pulsait comme un rythme cardiaque métallique, strident et insistant. Chaque son coupait l'air de la nuit avec une autorité glaçante. Lucas grimaça au bruit, regardant avec colère la petite lumière rouge clignotante sur le bracelet connecté médical de Manon. Il marmonna quelque chose entre ses dents, irrité que même inconsciente, elle lui cause des problèmes. Il n'avait aucune idée que le même signal qui l'agaçait volait déjà bien au-delà des murs du domaine. À plusieurs kilomètres de là, dans un bureau à haute sécurité avec des serrures biométriques et des vitres par balles, un téléphone vibra sur une table noire polie. La vibration n'était pas subtile. Il trembla violemment, se déplaçant légèrement avant que l'écran ne s'allume. L'appareil affichait un seul message, surligné en rouge clignotant. Niveau de menace critique détecté pour la mer. Signes vitaux instables. Température corporelle dangereusement basse. Localisation, cour de la maison de campagne. Jean Fournier, multimilliardaire, titan de l'industrie et père de la femme qui était en train de mourir sous un jet d'eau glacée, fixa l'écran. Son visage devint blême. Il n'hésita pas. Sa chaise grinça sur le sol alors qu'il se levait brusquement. Sa main frappa violemment un panneau à côté de son bureau. Une séquence de lumière parcourut la pièce. Une bannière rouge apparut sur le grand moniteur central. Protocole d'urgence activé. Autorisation requise pour une réponse immédiate. Il tapa son code d'autorisation avec des mains qui tremblèrent une fois, puis devinrent aussi fermes que le roc. Le système répondit instantanément. 6 écrans prirent vie, chacun affichant une retransmission en direct des caméras de la maison de campagne. Et sur l'écran principal, sous la lumière blanche et crue des projecteurs, Jean vit sa fille, allongée, immobile, sur le sol. L'eau glacée s'abattait sans pitié sur son dos. Son corps ne bougeait pas. Ses doigts étaient recroquevillés. Sa peau avait pris une teinte bleue terrifiante. Pendant une seconde horrible, Jean ne put plus respirer. Puis un feu s'alluma en lui. Il rugit un seul mot, partez. À travers la ville, des moteurs prirent vie. Des SUV blindés noirs, identiques et construits comme des bêtes cuirassées, sortirent en trombe d'un garage privé portant l'emblème du service de sécurité de Jean Fournier. Leurs pneus crissèrent sur l'asphalte. Leurs phares fendaient la nuit comme des lames blanches. Dans chaque véhicule se trouvaient des hommes entraînés non pas pour la guerre, mais pour la protection. Leurs visages étaient impénétrables, leurs mouvements synchronisés, leur mission unique et absolue, protéger la fille de Jean Fournier à tout prix. De retour dans la cour, Lucas s'était enfin éloigné de Manon. Non par inquiétude, mais par irritation. Il secoua l'eau de sa manche et marmonna qu'elle rendait toujours les choses plus dramatiques qu'elles ne l'étaient. Il regarda la maison, se demandant s'il devait la traîner à l'intérieur, maintenant que l'alarme devenait si insistante. Il croyait toujours qu'il contrôlait la situation. Il croyait toujours que la nuit lui appartenait. Il ne savait pas que le centre de sécurité de la maison avait déjà envoyé le flux vidéo à plusieurs serveurs externes. Il ne savait pas que l'alerte médicale avait été transmise à une équipe d'urgence engagée spécifiquement pour la durée de la grossesse de Manon. Il ne savait pas que les caméras l'avaient identifié comme l'agresseur. Elles avaient enregistré les images, les avaient horodatées et datées comme preuve légale. Il ne savait pas que 6 SUV lourdement blindés fonçaient vers sa maison à une vitesse folle. Manon restait immobile.
L'eau s'accumulait maintenant sous elle, reflétant ses faibles respirations en de légères ondulations. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une lenteur anormale. Du givre commençait à se former sur la pointe de ses cheveux. Son bracelet vibra de nouveau. La lumière rouge clignotait plus vite. La température de son corps continuait de chuter. Son bébé bougea faiblement dans son ventre, comme pour essayer de résister au froid. Les lumières de la maison clignotèrent une fois de plus. Un carillon puissant retentit dans l'air, différent de l'alarme. Il venait des profondeurs de la maison. Le système avait élevé le niveau d'alerte. Il avait activé son plus haut niveau de réponse. Directive d'urgence. Lucas se retourna brusquement au son. Son visage se crispa. Il jura de nouveau, plus fort. Cette fois, quelque chose dans la réaction du système le déstabilisa. Il fit lentement le tour, essayant de reprendre le contrôle de la situation, mais le contrôle lui avait échappé bien avant que le premier signal ne retentisse. Loin de la cour, le convoi de SUV fonçait sur l'autoroute. La neige se soulevait derrière eux en nuages blancs. Les conducteurs communiquaient par phrases courtes et laconiques. Signes vitaux instables. Température en chute rapide. Heure d'arrivée estimée, 5 minutes. Le chef de l'équipe, un homme aux larges épaules et aux yeux aussi vifs qu'une lame, étudiait la retransmission en direct sur le tableau de bord. Quand il vit Manon, allongée, immobile, sous l'eau, sa mâchoire se serra de rage contenue. Ils accélérèrent. À l'intérieur de la maison, une alarme interne se déclencha. Les portes se déverrouillèrent automatiquement pour une entrée d'urgence. Les systèmes de chauffage dans certains secteurs se coupèrent pour rediriger l'énergie vers les projecteurs de la cour. Le système de sécurité était passé en mode de sauvetage médical complet. Chaque décision que la maison prenait désormais était axée sur la sauvegarde de la vie de Manon. Lucas entendit le grondement lointain des véhicules qui approchaient, le bruit des pneus sur le gravier, le rugissement des moteurs qui s'intensifiait à chaque seconde. Il tourna brusquement la tête vers l'entrée du domaine. L'inquiétude traversa son visage. Pour la première fois de la nuit, il sentit quelque chose qui fit bondir son pouls. Ce n'était pas de la culpabilité, ni de la peur pour Manon. C'était la peur d'être pris. Il recula d'un pas du corps de sa femme, puis d'un autre. L'eau continuait de s'abattre sur elle, mais il ne la regardait plus. Ses yeux étaient rivés sur le son lointain. Il scrutait la nuit, essayant de comprendre ce qui venait pour lui. Il n'eut pas à attendre longtemps. Le premier SUV défonça le portail d'entrée avec une force explosive. Les lourdes grilles métalliques heurtèrent les piliers de pierre. Des étincelles jaillirent sur l'allée. Un deuxième SUV le suivit. Puis un troisième, chacun plus agressif que le précédent. Leurs phares balayèrent la cour comme des faisceaux de justice. Les moteurs rugissaient comme des bêtes déchaînées. Lucas recula, abasourdi par la fureur soudaine de leur arrivée. Ses mains se levèrent instinctivement, ne sachant s'il devait se défendre ou se rendre. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il fit un autre pas en arrière, manquant de glisser sur les carreaux mouillés. Les SUV s'arrêtèrent dans un crissement de pneus, en formation parfaite. Les portes s'ouvrirent simultanément. 6 hommes en tenue tactique noire en sortirent, se déplaçant avec une efficacité mortelle. Leurs bottes frappaient le sol en pas rapides et synchronisés. Leurs yeux balayaient la cour avec une concentration féroce. L'emblème du service de sécurité de Jean Fournier brillait sur leur poitrine. Lucas comprit enfin. Ils n'étaient pas là pour lui. Ils étaient là pour elle. Le chef d'équipe leva le poing, ordonnant à l'équipe de se disperser. Il aboya des ordres avec une précision aiguisée. Équipe médicale en avant. Couverture thermique prête. Protégez-la de l'eau. Bougez. 3 hommes se précipitèrent vers Manon. 2 autres se placèrent entre Lucas et elle. L'un fixa Lucas et prononça d'un ton calme et glacial qui fit se nouer l'estomac de Lucas, « Ne bougez pas. » La cour avait changé. La nuit avait changé. Le contrôle leur appartenait désormais entièrement. Et au moment où le premier agent de sécurité atteignit le corps inerte de Manon, la bataille pour sa vie commença. La cour vibrait de la puissance des SUV à l'arrêt. Leurs moteurs tournaient au ralenti, grondant comme des prédateurs revendiquant un territoire. Une vague de mouvement brisa le silence glacial qui avait étouffé Manon quelques minutes auparavant. Les hommes du service de sécurité se déplaçaient vite.
Leurs pas secs et décidés fendaient l'air glacial. Leurs uniformes tactiques noirs contrastaient avec la pierre pâle. Chaque mouvement était précis, chaque souffle visible dans l'air hivernal. Il y avait une détermination dans leur démarche. Une détermination dictée par les ordres d'un père qui avait vu sa fille s'effondrer sur un écran de contrôle. Lucas se figea tandis que les agents approchaient. Son cerveau cherchait frénétiquement une explication, une excuse, n'importe quoi qui pourrait rendre ce moment moins catastrophique. Mais sa bouche s'ouvrit et se referma sans un son. Les mots ne venaient pas. La présence de l'équipe rendait impossible de prétendre qu'ils contrôlaient encore la situation. Leurs yeux le balayèrent avec une neutralité froide, comme s'ils évaluaient une menace qui avait cessé d'être théorique. Deux agents se postèrent entre Lucas et Manon. L'un tendit légèrement le bras, créant une barrière qui ne nécessitait aucune explication. N'approchez pas. N'intervenez pas. Le message était clair sans un mot. Les autres agents atteignirent Manon. Ils s'agenouillèrent à côté de sa silhouette tremblante, alors que l'eau continuait de se déverser sur elle. L'agent central, un homme robuste aux mains sûres, pressa deux doigts contre son cou. Sa mâchoire se contracta immédiatement. Il réclama la couverture thermique, l'oxymètre de pouls, une évacuation immédiate. Il n'y avait aucune panique dans sa voix. Seulement de l'urgence. L'urgence qui naît de l'entraînement et de la conscience que les secondes comptent. L'eau qui s'abattait sur le dos de Manon créait une brume qui l'enveloppait comme un linceul. Un agent se plaça derrière le robinet de la douche et le tourna brusquement. Le rugissement de l'eau cessa. La cour plongea dans un silence étrange, seulement troublé par le murmure du vent. Le corps de Manon s'affaissa encore plus sans la pression de l'eau qui le maintenait tendu. Sa peau était pâle, presque translucide, avec une légère teinte bleutée sur les lèvres et le bout des doigts. Son ventre se soulevait faiblement sous sa robe mouillée. Chaque minuscule mouvement était la preuve qu'elle se battait encore. L'agent le plus proche d'elle la retourna délicatement sur le dos. Sa tête retomba mollement sur le côté. Ses yeux étaient entr'ouverts, vitreux, sans mise au point. Il posa une main sur sa joue et tressaillit légèrement à la température glaciale. Il l'appela par son nom. Manon Dubois. Manon Dubois, vous m'entendez? Elle ne répondit pas. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Un autre agent souleva son poignet pour lire les données du bracelet connecté médical. L'indicateur rouge clignotait rapidement. L'écran affichait sa température en chute libre et son rythme cardiaque instable. Ces données seules étaient alarmantes. Combinées à son état physique, elle brossait le tableau d'une femme au bord du gouffre. L'équipe ne perdit pas de temps. Ils couvrirent son torse d'une couverture thermique réfléchissante, la glissant sous ses épaules et son ventre pour conserver le plus de chaleur possible. Ils placèrent des poches chauffantes sur ses flancs. Leurs mouvements étaient synchronisés, fluides. Une chorégraphie de professionnels qui avaient répété ces actions de sauvetage d'innombrables fois. L'un surveillait sa respiration, un autre vérifiait son pouls, un troisième se préparait à la soulever pour le transport. Lucas observait tout cela. Son visage se crispait à chaque seconde. Ses mains se serraient en poing. Il fit un demi-pas en avant. L'un des agents tourna brusquement la tête dans sa direction et prononça avec une clarté glaçante, « N'approchez pas ». La bouche de Lucas s'ouvrit pour protester. Il parvint à articuler quelques mots. Elle exagère. C'était juste de l'eau froide. Elle avait besoin de se calmer. L'agent le dévisagea comme s'il parlait une langue qu'aucune personne dotée de conscience ne pourrait comprendre. Sa voix s'abaissa à un calme contrôlé et dangereux. « Monsieur, ce que vous avez fait aurait pu la tuer. » Ces mots frappèrent Lucas plus fort que n'importe quel coup physique. Il recula de nouveau. Ses jambes devinrent cotonneuses. Il regarda Manon, enveloppée dans la couverture thermique et inconsciente sur les carreaux. Pour la première fois de la nuit, quelque chose qui ressemblait à de la peur traversa son visage. Pas de la peur pour elle, mais de la peur pour lui-même. Les agents commencèrent à soulever Manon. Ils la manipulèrent avec une douceur qui contrastait vivement avec la brutalité qu'elle avait subie quelques instants plus tôt. Sa tête oscilla légèrement alors qu'on la soulevait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, laissant échapper une faible inspiration sifflante. Ses doigts tressaillirent, comme si elle tendait la main vers quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Un agent se pencha près d'elle et murmura des encouragements, « Manon Dubois, tenez bon. Vous êtes en sécurité. »
Un autre posa une main ferme sur son ventre, cherchant des signes de détresse fétale. Il sentit un faible mouvement sous sa paume. Un éclair de soulagement traversa ses yeux pendant un très bref instant. Ils la transportèrent sur une civière qu'ils avaient sortie de l'un des SUV. Les sangles se bouclèrent. Un appareil de chauffage portable fut installé à ses pieds. Ses signes vitaux étaient lus en continu. Le pouls restait faible, la respiration superficielle. Le temps pressait. Alors qu'il se préparait à la transporter vers le véhicule en attente, le chef de l'équipe se retourna pour regarder Lucas droit dans les yeux. La lumière de la cour projetait des ombres dures sur ses traits sévères. Il parla avec l'autorité d'un homme qui venait d'assister à un acte impardonnable. « Vous allez vous écarter maintenant. » Lucas hésita. Sa mâchoire se serra, mais il s'écarta. Les agents passèrent devant lui, transportant la femme qu'il avait juré de protéger, la femme qu'il avait failli tuer. Le vent agitait les bords de la couverture thermique. Un léger gémissement s'échappa des lèvres de Manon, si faible qu'on aurait pu le confondre avec le vent. Les agents se hâtèrent vers le SUV. Les portes arrière s'ouvrirent. L'appareil de chauffage se mit à vrombir plus fort. La civière de Manon fut glissée dans le véhicule avec une efficacité bien rodée. Le convoi était à quelques instants de partir, mais avant que les portes ne se ferment, le chef de l'équipe se retourna une dernière fois. Sa voix était froide et définitive. Son père est en route. Un frisson glacial parcourut le corps de Lucas. La justice était arrivée, et le châtiment approchait. La cour, autrefois son domaine, n'appartenait plus à Lucas. Au moment où la civière de Manon disparut à l'arrière du SUV, l'atmosphère changea. Le froid lui-même semblait plus aiguisé, tranchant les derniers vestiges du contrôle qu'il pensait avoir. Il ne restait qu'un homme, debout, seul, sur les carreaux mouillés, entouré de professionnels entraînés qui venaient d'assister aux conséquences de sa cruauté. Le chef de l'équipe s'avança. Ses yeux étaient glacials et impénétrables. Chacun des autres agents se figea, le regardant, attendant le prochain ordre. Lucas sentit leur attention peser sur lui comme un poids. Il essaya de se redresser, de paraître calme, mais sa gorge se serra. Son pouls battait dans son cou. Sa respiration devint superficielle. Le chef d'équipe parla d'une voix basse et mesurée, « Monsieur, je veux que vous restiez exactement là où vous êtes. N'intervenez pas, ne quittez pas la propriété. Avez-vous compris ?» Lucas se hérissa à cet ordre. C'était sa maison, sa terre. Personne ne lui parlait de cette façon. Il ouvrit la bouche, prêt à affirmer une illusion de pouvoir, mais rien de cohérent ne sortit. Le regard de l'agent écrasa les mots avant qu'il ne puisse quitter sa langue. Derrière le chef d'équipe, l'un des agents téléchargea les données du bracelet connecté médical de Manon et les transféra sur une tablette sécurisée. L'écran se remplit de journaux horodatés. Sa température en chute libre, son rythme cardiaque en plein effondrement et son niveau d'oxygène chaotique. Un autre agent téléchargea l'enregistrement vidéo de la course sur un disque crypté. La vidéo haute définition se déroula en silence. Le visage de Lucas apparut avec une clarté cruelle. Sa main la poussant, son corps tombant, l'eau se déversant, son refus d'aider. Chaque seconde était une accusation. Les agents échangèrent des regards. Lucas vit le changement dans leurs expressions, l'incrédulité, le dégoût, la détermination professionnelle. Aucun d'eux n'avait l'air surpris. Le scénario qui se déroulait dans la cour était celui qu'ils étaient entraînés à empêcher. Ce soir, ils en recueillaient les preuves. Lucas sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Sa voix se brisa en un cri forcé, « C'est une énorme exagération. » Elle allait bien. Elle réagit de manière excessive. C'est ce qu'elle fait toujours. Le chef de l'équipe s'approcha. La température sembla chuter d'un autre degré. Monsieur, elle était à quelques minutes d'un arrêt respiratoire. Elle est en état de choc hypothermique. Votre négligence aurait pu la tuer, elle et l'enfant. Lucas essaya de rire, mais le son s'étouffa à mi-chemin. Il fit un geste sauvage de la main vers la douche maintenant silencieuse. C'était juste de l'eau froide. Les gens prennent des bains de glace tout le temps. Ce n'est pas un crime. La mâchoire de l'agent se contracta. Ses vêtements étaient trempés. L'air était en dessous de zéro. Elle ne pouvait pas respirer. Elle était inconsciente. Vous n'avez rien fait.
Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Les mains de Lucas tremblaient. Il les serra en poing, forçant sa voix à être plus forte. Vous ne comprenez pas notre mariage. Vous ne comprenez pas ce qu'elle fait pour me provoquer. Elle me pousse à bout. Elle sait comment manipuler. L'agent haussa un sourcil. Manipuler. Le mot flotta dans l'air comme une malédiction. Un autre agent s'approcha, tenant une petite caméra thermique. Il montra les relevés au chef d'équipe. La température de sa peau était de 31 degrés. Si nous étions arrivés 5 minutes plus tard, son cœur aurait pu s'arrêter. Le visage de Lucas devint blême. Sa respiration se coupa. Pour la première fois, il sentit la lame de la réalité transpercer son déni. Son regard se porta sur le SUV où Manon luttait pour sa vie. Il déglutit, soudain incapable de parler. Le chef de l'équipe fit un autre pas. Lucas recula instinctivement. La voix de l'agent s'abaissa à un ton qui rendit la cour encore plus froide. « Monsieur, vous devez comprendre quelque chose très clairement. Ce n'est plus une affaire privée, c'est une affaire criminelle. Et tout ce qui s'est passé ce soir a été enregistré. L'enregistrement a déjà été transmis à des serveurs sécurisés. Rien ne peut être effacé. » Lucas trébucha sur sa prochaine inspiration. Il essaya de formuler une réponse, mais un nouveau son fendit l'air. Le rugissement d'un autre moteur. Le SUV transportant Manon démarra le premier, accélérant vers la sortie pour atteindre le centre médical. Les phares balayèrent la cour. Dans leur lumière, Lucas aperçut sa silhouette, enveloppée dans la couverture. Ses paupières toujours closes. Sa poitrine se soulevant faiblement. Une infirmière pressant une poche chauffante contre son flanc. Cette vision remua quelque chose en lui, mais était-ce de la culpabilité ou de la peur, il ne pouvait le dire. Le reste du convoi resta sur place. Les agents ne se détendirent pas, ne s'adoucirent pas. Ils formaient un mur vivant autour de la cour. Puis vint le son qui glaça complètement Lucas. Une deuxième paire de moteurs, plus profond, plus lourd. Un véhicule différent des autres surgit du coin. Noir, blindé, plus grand. Ses phares fendaient la cour comme une lame de feu blanc. Tout le monde se tourna vers lui. Le cœur de Lucas s'arrêta, car il savait exactement qui était à l'intérieur. Son père. Et la nuit, qui s'était déjà retournée contre lui, était sur le point de porter son coup final. Le véhicule blindé s'arrêta avec un grondement profond et vibrant qui fit trembler les carreaux sous les pieds de Lucas. Ses phares restèrent focalisés sur lui, un éclat blanc et aveuglant qui ressemblait à une accusation. Lucas protégea ses yeux de sa main. Son cœur battait si fort qu'il le sentait dans sa gorge. Chaque instinct lui criait de fuir, mais ses pieds restaient cloués sur place, lourds et inutiles. La porte arrière du véhicule s'ouvrit lentement, sans hâte, sans fièvre, lentement, de manière contrôlée, autoritaire. Une silhouette en manteau sombre en sortit, les épaules larges, la posture inébranlable. Jean Fournier ne regarda pas d'abord les agents, il regarda droit vers Lucas. Ce seul regard portait le poids d'une condamnation. Ses yeux étaient perçants, brûlants d'une rage qu'aucune voix ne pouvait transmettre. La respiration de Lucas se coupa. Il sentit son estomac se tordre, comme si la gravité elle-même s'était retournée contre lui. La présence de Jean Fournier emplit la cour comme un orage imminent. Ses pas étaient mesurés, résonnant sèchement à chaque impact sur la pierre. Les agents se rangèrent autour de lui. Le respect émanait d'eux. La peur se propagea en Lucas. Jean Fournier parla, sans élever la voix, « Où est ma fille ?» Le chef de l'équipe désigna le SUV qui s'éloignait. Elle a été stabilisée et est en cours de transport. Son état est grave, monsieur. Un éclair de douleur traversa les yeux de Jean Fournier. Il fut rapidement remplacé par quelque chose de plus froid, de plus concentré, de mortel. Il se tourna vers Lucas, qui essayait désespérément de se tenir droit, de paraître maître de lui, mais ses mains tremblantes le trahissaient. Jean Fournier s'approcha jusqu'à ce que seuls quelques mètres les séparent. La lumière de la cour dessinait des lignes dures sur son visage. Il regardait Lucas comme un homme pourrait regarder quelqu'un qui a déjà franchi la ligne du pardon. Quand il parla, sa voix était basse et ferme. « Raconte-moi exactement ce que tu lui as fait. » Lucas ouvrit la bouche, mais rien de cohérent ne sortit. Sa gorge se serra, ses pensées s'emballaient. Il leva les mains,
faisant un geste vague vers la douche. C'était de l'eau froide. Elle était dramatique. Elle m'a provoqué. Vous ne la connaissez pas. Les agents autour de lui se tendirent avec un dégoût visible. L'expression de Jean Fournier ne changea pas. Il tourna simplement la tête vers le chef de l'équipe. « Montrez-moi. » Le chef de l'équipe leva la tablette, sur laquelle s'affichait l'enregistrement. L'image haute définition remplit l'écran. Lucas poussant Manon sous l'eau glacée. Manon tombant, son corps convulsant, sa respiration s'arrêtant. Lucas la regardant, les bras croisés. Jean Fournier regarda en silence. Son visage resta impassible, mais l'air autour de lui changea. L'homme qui avait bâti un empire sur des décisions calculées et mortelles. Il observait maintenant la destruction presque complète de sa fille avec les yeux de quelqu'un qui avait atteint le point de non-retour. Quand ce fut terminé, il rendit la tablette d'une main qui trembla une fois, une seule fois. Puis sa voix résonna d'un ton si bas qu'il glaça même les agents. « Arrêtez-le. » Le corps entier de Lucas se figea. « Quoi ? Non, attendez, vous ne pouvez pas. Je suis son mari. » Le chef de l'équipe s'avança. Son visage n'exprimait aucune émotion. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'agression sur une femme enceinte, de négligence criminelle et de mise en danger potentielle du fœtus. Vous avez le droit de garder le silence. » Lucas recula. Sa voix se brisa. « C'est de la folie. Je n'ai rien fait de mal. C'est elle qui m'a poussé à bout. Elle exagère toujours. Elle vous manipule tous. » Deux agents lui saisirent les bras. Ses genoux fléchirent, ses pieds traînèrent sur les carreaux mouillés. Il se débattit faiblement. « Lâchez-moi. Je ne lui ai pas fait de mal. C'était de l'eau froide. L'eau froide n'est pas un crime. » Un agent resserra sa prise. L'eau froide ne fait pas tomber une femme. L'eau froide n'arrête pas sa respiration. L'eau froide ne met pas son corps en état de choc. Le clic métallique des menottes résonna dans la cour. Lucas se crispa, la panique lui transperçant la poitrine. Ses poignets lui brûlaient sous la pression. Son cerveau cherchait désespérément une excuse, un mensonge, n'importe quoi qui pourrait inverser ce cauchemar. Jean Fournier s'approcha. Son ombre tomba sur Lucas comme un jugement final. Il parla avec une intensité calme qui secoua Lucas jusqu'à la moelle. « Tu as failli tuer ma fille et mon petit enfant. La loi va s'occuper de toi maintenant. » Lucas secoua la tête frénétiquement. « Je ne suis pas coupable. Vous exagérez tous. Elle vous le dira. Elle vous expliquera. » Les yeux de Jean Fournier se plissèrent. Elle ne peut pas parler. Elle se bat pour sa vie. Ces mots frappèrent Lucas plus durement que le froid ne l'avait jamais fait. Pour la première fois, la peur gonfla dans sa poitrine, profonde et suffocante. Les agents le traînèrent vers une voiture de patrouille qui attendait au bord de la cour. Les gyrophares bleus et rouges commencèrent à clignoter, se reflétant sur les carreaux et projetant des traînées violentes sur le visage blême de Lucas. L'air froid de la nuit portait le son de sa respiration saccadée alors qu'il tentait de se libérer. Derrière eux, Jean Fournier se tenait parfaitement immobile, observant avec une expression taillée dans la pierre et le chagrin. Le chef de l'équipe s'approcha silencieusement de lui. « Nous vous tiendrons au courant de son état dès que nous aurons des nouvelles du centre médical. » Jean Fournier hocha la tête une fois. Ses yeux ne quittaient pas l'entrée où Lucas était poussé sur la banquette arrière de la voiture de patrouille. La portière claqua, les serrures se verrouillèrent, et pour la première fois de la nuit, Lucas Mercier comprit, ce n'était que le début de ce à quoi il allait être confronté. Son châtiment ne faisait que commencer. Lucas avait toujours cru que le pouvoir le protégeait. L'argent, les relations, l'influence. C'étaient les boucliers qu'il pensait que rien ne pourrait percer. Mais alors que la voiture de patrouille l'emmenait à travers les grilles en fer de son domaine, il sentit ses boucliers se fissurer, s'effriter, s'effondrer un par un. Il n'avait aucune idée de la vitesse à laquelle il se réduisait déjà en poussière. Au moment même où les grilles se refermèrent derrière lui, un message d'urgence apparut sur des dizaines d'écrans dans des bureaux d'entreprise à travers la ville. La notification retentit dans toute la corporation Aurore. Notification d'urgence aux actionnaires. Le PDG impliqué dans un incident de violence domestique. Des séquences vidéo transmises aux autorités.
Des cadres qui s'apprêtaient à se coucher se figèrent soudain devant leurs moniteurs lumineux. Les téléphones vibraient sur les bureaux, les ordinateurs portables s'allumaient avec des messages non lus. Les membres du conseil d'administration regardaient le rapport initial. L'incrédulité fit rapidement place à la panique. Ils lurent la séquence vidéo envoyée par le système de sécurité. Lucas poussant Manon, l'eau se déversant sur elle, son corps tombant, son expression froide et indifférente. En quelques secondes, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Les voix s'affrontaient, furieuses, confuses, effrayées. L'un insistait sur le fait qu'il devait se distancier immédiatement. Un autre exigeait que Lucas soit suspendu de toutes ses fonctions publiques. Un troisième avertit que les régulateurs fédéraux s'empareraient de l'affaire avant le matin. Le service juridique de l'entreprise avait déjà commencé à rédiger une déclaration de divulgation. Chaque seconde comptait désormais. Puis vinrent les marchés. Avant minuit, les actions d'Aurore s'effondrèrent. Les investisseurs n'attendirent pas les détails. La vidéo qui circulait sur le réseau suffisait. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Violence domestique, tentative de nuire à une femme enceinte, négligence, agression. Des mots qui détruisaient les réputations en quelques heures, pas en quelques jours. Le choc financier fut immédiat et brutal. L'action chuta de 17% en une heure, puis de 19, puis de 22. Lucas ne savait encore rien de tout cela. Il était assis à l'arrière de la voiture de patrouille, les mains menottées. Sa tête pulsait, sa respiration était superficielle. Mais à travers la ville, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Les journalistes se jetèrent sur l'histoire. Les salles de rédaction se précipitèrent pour obtenir des déclarations. La corporation Aurore se retrouva ensevelie sous une vague de titres. Le PDG arrêté dans un incident nocturne. Sa femme enceinte hospitalisée. Une vidéo prouve l'agression. Le temps que la voiture de patrouille arrive au commissariat de police, le monde extérieur s'était déjà retourné contre lui. Dans la tour de l'entreprise, un nom familier apparut dans le journal des appels. Leur plus grand investisseur, celui qui contrôlait près de 15% de la société. Son message était court, froid et définitif. Il se retirait des affaires immédiatement. Cette décision déclencha une réaction en chaîne aux conséquences catastrophiques. 2 partenaires majeurs annulèrent leur contrat en cours. Une banque gela la ligne de crédit utilisée pour l'expansion. Une entreprise technologique mit fin à une coentreprise. Les emails affluèrent. Chacun d'eux rompant les liens avec Lucas Mercier. Dans une cellule de garde à vue, Lucas sentit une horreur grandissante. Le silence des murs en béton était étouffant. Il fixait le sol, revivant la voix de Jean Fournier, « Tu as failli tuer ma fille et mon petit enfant ». Les mots s'enfonçaient plus profondément qu'il ne l'avait prévu, mais il rejeta cette pensée. Son ego luttait pour sa survie. Rien de tout cela n'est réel. Ils exagèrent. L'entreprise va arranger ça. Le conseil d'administration me protégera. Il ne savait pas que le conseil d'administration avait déjà commencé à rédiger des avis de licenciement. Quelques minutes plus tard, un policier s'approcha des barreaux et lui tendit une seule feuille de papier, une notification du conseiller juridique de l'entreprise. Avec effet immédiat, Lucas Mercier était suspendu de son poste de PDG en attendant la fin de l'enquête. Il l'a lu 2 fois. Les mots se brouillaient, sa respiration s'accélérait, ses doigts tremblaient. Il essaya de se lever, mais ses jambes flageolèrent. À l'extérieur de la cellule, le policier observait sans sympathie. Un homme qui avait vu trop de maris clamer leur innocence après avoir laissé leur femme brisée. Puis vint un autre coup. Le policier revint avec une deuxième mise à jour, cette fois de la banque qui gérait les comptes personnels de Lucas. En raison de l'enquête en cours, plusieurs de ses actifs avaient été temporairement gelés. Certains comptes étaient bloqués, les paiements de Luc signalés, ses privilèges de crédit suspendus. Lucas sentit quelque chose de proche de la suffocation. Sa richesse était son identité, son pouvoir, son influence. Sans elle, il était nu. Pendant ce temps, la vidéo de la cour continuait de se propager sur le réseau. Des millions de spectateurs virent le moment où il força Manon à entrer dans l'eau glacée. Le moment où elle tomba. Le moment où il resta là, les bras croisés. Impassible. L'indignation explosa. Les commentaires fusaient sous chaque publication.
Des militants influents réclamaient des poursuites. Des groupes de défense des femmes appelaient à la peine maximale. Des inconnus du monde entier exigeaient la justice. Au lever du jour, l'incident était devenu un scandale national. Des hashtags étaient en tendance. Les présentateurs de journaux analysaient chaque image de la vidéo. Les actions d'Aurore chutèrent encore plus bas. Les employés exprimaient leur dégoût. Une pétition fut lancée pour exiger son licenciement permanent. Les actionnaires réclamaient des dommages et intérêts. Son empire s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Dans le silence de sa cellule, Lucas comprit enfin ce qu'il n'avait jamais cru possible. L'argent pouvait faire taire les gens. L'argent pouvait acheter de l'influence. L'argent pouvait enterrer des rumeurs, mais l'argent ne pouvait pas enterrer la vérité capturée par une caméra. La vérité était sortie dans le monde. Le monde l'avait jugé, et rien ne ramènerait jamais la vie qu'il avait détruite de ses propres mains. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bourdonnement rythmé des machines et du faible bip du moniteur cardiaque. La faible lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant de fines lignes sur le sol. L'air était chaud, stérile, sûr. Un contraste saisissant avec la cour glaciale où la vie de Manon avait failli s'éteindre quelques heures plus tôt. Elle était allongée dans le lit d'hôpital, enveloppée dans des couvertures épaisses. Sa peau, autrefois d'un bleu glacial, avait retrouvé une chaleur fragile. Sa respiration était maintenant régulière, superficielle mais plus forte. Un appareil de chauffage à côté d'elle bourdonnait doucement, redonnant de la chaleur à son corps, petit à petit. Pendant longtemps, elle ne bougea pas. Son esprit errait quelque part entre le sommeil et le souvenir. L'eau, le froid, l'obscurité, la douleur, puis rien. Lentement, ses cils frémirent. Sa première inspiration fut brusque, effrayée. Comme si ses poumons se réveillaient après un long hiver. Ses yeux s'ouvrirent, le plafond au-dessus d'elle se mit au point. Elle cligna de nouveau des yeux. Ses doigts tressaillirent. Elle leva une main tremblante vers sa poitrine, sentant son soulèvement et son affaissement, sentant à nouveau la vie. Et c'est alors qu'elle le sentit. Un léger coup sous ses côtes. Son bébé. Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. Sa main glissa vers son ventre, enlaçant la petite bosse sous la couverture de l'hôpital. La peur qu'elle avait portée en elle dans ses derniers instants dans la cour explosa dans sa poitrine. Mais le mouvement sous sa paume était fort, réel, vivant. Son bébé avait survécu. Elle laissa échapper un sanglot qui était à moitié soulagement, à moitié chagrin. Une ombre bougea près de la porte. Des pas lourds s'approchèrent. Elle tourna la tête avec effort et le vit. Jean Fournier entra dans la chambre. Ses épaules étaient voûtées de fatigue, ses yeux rouges d'heures sans sommeil. Mais au moment où il la vit consciente, quelque chose en lui se brisa. Sa respiration se coupa. Son expression impénétrable vacilla, et pour la première fois depuis l'arrivée de l'alerte, il s'autorisa à ressentir. Il s'approcha de son lit en 3 pas rapides. Manon tendit vers lui une main tremblante. Il la prit entre les siennes, posant son front sur ses doigts alors qu'un son étouffé s'échappait de lui. Sa voix était rauque lorsqu'il parla enfin, « Tu m'as fait peur. Tu nous as tous fait peur. » Manon déglutit avec difficulté. Les larmes coulaient sur ses joues et sur l'oreiller. Elle chuchota une question, « Le bébé, il va bien ?» Jean Fournier releva la tête, hochant la tête, bien que sa voix tremblât. Son rythme cardiaque est fort. Il le surveille, mais c'est un battant. Comme toi. Manon ferma les yeux en signe de gratitude. Son corps s'enfonça dans le matelas avec un soulagement silencieux. Pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, père et fille, 2 âmes liées par la terreur et l'amour. Jean Fournier tenait sa main, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Elle serra faiblement ses doigts, lui faisant savoir qu'elle était toujours là. Un léger coup à la porte interrompit le silence. Une femme médecin entra. Son visage était calme et rassurant. Elle vérifia les signes vitaux de Manon, jeta un coup d'œil au moniteur et hocha la tête avec une assurance professionnelle. Votre état est stable. Vous étiez très proche d'un collapsus hypothermique, mais la réaction rapide vous a sauvé, vous et votre bébé. Vous avez besoin de repos, de chaleur et de surveillance, mais vous allez vous rétablir. Manon sanglota de nouveau doucement. La médecin posa gentiment une main sur son épaule avant de les laisser seuls. Jean Fournier s'assit près du lit.
Son expression changea. Le chagrin avait disparu. Il était remplacé par de l'acier. De la détermination. Une fureur contenue uniquement par la discipline. Manon le vit. Elle savait ce que cela signifiait. Elle chuchota. Sa voix était rauque. Il est en prison. Oui. Jean Fournier hocha la tête une fois. Il la regarda dans les yeux. Et il y restera. Les agents ont tout enregistré. La vidéo est irréfutable. Les rapports médicaux confirment le mal qu'il a causé. Son entreprise s'effondre. Son pouvoir a disparu. Et maintenant, il reste une dernière étape. Celle que toi seul peux franchir. Il fouilla dans son manteau et en sortit un document. Il le posa délicatement sur le plateau près de son lit. Un stylo était posé dessus. Manon fixa le papier. Une ordonnance restrictive permanente. Immédiate, irrévocable. Et en dessous, un deuxième document, une plainte pénale. Agression, mise en danger de la vie d'autrui, tentative de nuire à un fœtus. Sa main trembla en prenant le stylo. Toute sa vie avait été façonnée par la peur de son caractère, la peur de ses menaces, la peur de se réveiller un jour de plus dans une maison qui ressemblait à une prison. Plus maintenant. Elle pressa la pointe du stylo sur le papier. La signature était tremblante, mais c'était la sienne. Un signe de finalité, un signe de liberté. Jean Fournier expira d'un souffle saccadé. La fierté emplit ses yeux. Il embrassa le dos de sa main. Alors que Manon se laissait retomber sur son oreiller, elle sentit un poids se soulever de sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, elle respirait sans crainte. Elle ferma les yeux et laissa la chaleur l'envelopper, pas seulement la chaleur du lit d'hôpital, mais la chaleur de la survie, la chaleur d'un avenir qu'elle avait failli perdre, un avenir qu'elle reprenait désormais. À l'extérieur de la chambre, le monde s'agitait de titres et d'indignation, de poursuites judiciaires et d'enquêtes, d'accusations criminelles et d'effondrements d'entreprises. L'empire de Lucas Mercier s'écroulait brique par brique, écrasé par une vérité à laquelle il ne pouvait échapper. Mais dans la chambre d'hôpital silencieuse, l'histoire de Manon n'était plus à son sujet. C'était l'histoire d'une femme qui avait survécu, d'un bébé qui avait survécu, et d'une nouvelle vie qui attendait de commencer. La justice avait été rendue, et Manon Dubois était enfin libre.